Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'avoir avec moi un invité de marque. Il s'agit, vous l'avez remarqué, de Fernand Lopez, hein. On ne le présente plus, mais je vais quand même le présenter. Fondateur, directeur sportif, j'en perds mes mots, head coach du MMA Factory. L'un de ses nombreux combattants, Ciryl Gane, vient tout juste de décrocher la ceinture intérimaire à l'UFC dans la catégorie des poids lourds. Il est d'ailleurs le premier Français à avoir réussi cette belle performance. Bonjour Fernand, comment tu vas? Bonjour Ilyes, je vais bien, merci beaucoup. C'est chaleureux l'accueil. Tu es en congé et je tiens encore à te remercier de m'accorder de ton temps précieux pour discuter notamment de Ciryl Gane. On va également parler du MMA Factory mais aussi d'un certain Francis Ngannou que tu connais très bien. Ma première question, elle est très simple. Fernand, comment s'est passée finalement la présentation de la ceinture intérimaire de Ciryl Gane au MMA Factory? Intense en émotion, intense en nombre de personnes, intense en qualité de fanbase pour Ciryl. C'était un truc qui avait été improvisé sans aucune publicité à la dernière minute. On a eu une espèce de coup de blues après la ceinture, après le retour de l'UFC, coup de blues où Cyril est arrivé, il a oublié la ceinture dans la voiture. Il a laissé pendant des jours dans sa voiture, il n'a plus calculé. Moi, je suis arrivé, j'ai eu l'impression que bon, la mission elle est faite, moi je passe à autre chose. On n'a vraiment pas, on sait que ça a une valeur importante. Comment dire, c'est un parcours bien ce qu'on a fait, mais cependant, il y a eu cette espèce de coup de blues du sportif où finalement tu arrives à un objectif et puis c'est fini et puis tu es blasé. Il se trouve que c'est mon frère, Alban, qui m'appelle et qui me dit, vous faites quoi? Je lui ai dit, comment ça on fait quoi? Il dit, mais vous avez une ceinture de l'UFC, les gars. Vous, je ne sais pas, vous ne parlez pas de ça, vous ne communiquez pas, on ne voit pas sur un plateau, on ne voit rien de vous, et vous êtes porté disparu. Et même il y a quelques factoriens, des gars du MMA Factory qui disent, mais il passe quand Ciryl pour faire les photos avec nous, tout ça. Et j'appelle Ciryl, je lui dis, ça, tu étais où? Et il dit, bon, je suis là, mais ouais, j'ai écouté sur une des interviews qu'il a données où il disait qu'il a oublié la ceinture dans la voiture, tu vois. Et Il n'y a là, rien on en d'éloigné, je l'ai rigole. vu. C'est ça. Et ensuite, d'ailleurs, je me mets à rigoler parce que ce con-là, il a oublié que Dana White devait lui mettre la ceinture. C'est-à-dire que quand je revois la vidéo au moment où on dit The winner, Ciryl Gane, et lui, il pense que c'est fini, tu vas rentrer dans les vestiaires et il sent qu'il y a un truc qui le gêne au niveau de la taille. Et il regarde en dessous, il dit, oh, j'ai oublié qu'il y avait la ceinture. C'est un peu, c'est amusant son personnage. Mais en tout cas, donc, à la suite de l'appel de mon frère, nous sommes vendredi soir Mhm. et j'appelle donc Ciryl et je dis, est-ce que tu penses que tu peux être disponible lundi? Et il me dit oui, et puis j'appelle les community managers pour dire annoncer sur les réseaux sociaux qu'il y aura la présentation de la ceinture. Et là, débordé. Ciryl a fait 3 heures debout, débordé. J'ai vu des gens pleurer. J'ai vu des Ouais. gens vraiment touchés et c'est choquant, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a autant de Français qui attendaient de pouvoir être réunis autour d'un combattant de cette manière-là. Donc, attention, pas que des Français, on a eu des Belges, on a eu des Italiens, on a eu beaucoup d'Anglais, Ouais. des Allemands. Et donc, voilà, c'est une bonne chose. D'ailleurs, ça a inspiré l'UFC qui, Mhm. du coup, va faire un Victory Tour Mhm. le 15 et le 14 et le 15 septembre, où c'est eux qui prennent les choses en main et ils vont balader Ciryl dans une espèce de circuit qu'ils auront prévu de télévision, de radio, de médias, de personnalités. Et voilà. Donc, ils ont demandé les photos. D'ailleurs, je remercie beaucoup l'un des photographes qui a œuvré dessus, le documentaire photo de Mhm. Combo. Combo, c'est le nom de sa société et tout. Donc, je lui donne un shout
en lui disant merci beaucoup parce qu'il a fait de très belles photos et l'UFC les a demandées tout de suite et il a accepté les données et pourtant il n'avait pas son crédit dessus et c'est important de donner à César ce qui appartient à César. Alors on a parlé du succès de la présentation de cette ceinture intérimaire. Si elle a eu lieu, si elle a été donnée à Cyril, c'est qu'il l'a mérité. Hein. Je reviens sur son parcours. Il a affronté, battu Junior Dos Santos, Jairzinho, Volkov, Derrick Lewis, et tout ça en l'espace de moins d'un an. Son combat pour le titre intérimaire a d'ailleurs été officialisé, j'ai envie de dire, très rapidement après sa dernière victoire. Ça s'est fait à Houston, devant un public tout simplement hostile, puisque Houston, c'est la ville d'où est originaire Derrick Lewis, où il vit toujours. J'ai envie de te demander, Fernand, qu'est-ce que cette victoire sur KO technique face à Lewis t'a appris de plus sur ton combattant? C'est la réaction de Cyril vis-à-vis du public et même de moi aussi. J'ai appris les deux grosses craintes que j'avais, c'était est-ce que Cyril, qui est toujours zéro de tension et qui est posé, qui est calme, qui est réfléchi comme jamais, qui est cérébral, 100% de son combat, enfin 90% de ce combat se passe avec son cerveau. Est-ce qu'il va pouvoir résister à la pression de pour la première fois un adversaire qui lui dit verbalement, je vais te faire mal. Je viens, je vais te faire mal avec ma droite, je vais te la mettre, j'ai besoin juste une fois, je vais te descendre. Est-ce qu'il va mal le prendre? Est-ce qu'il va bien le prendre? Je n'avais pas encore eu ça. Deuxième configuration, je n'avais pas encore eu un public de 16 000 spectateurs. Le Toyota Center fait 18 000 spectateurs. Il n'y avait pas le plein, il y avait 16 000 personnes, 16 600 personnes, je pense. Et j'ai été stressé. J'étais stressé. Est-ce que moi, en tant que coach, je vais me faire entendre par Cyril? Est-ce que moi, en tant que coach, je vais pouvoir rester organisé dans ma tête pour avoir les instructions correctes? Et surtout, est-ce que Cyril ne va pas se métamorphoser? Rappelez-vous que le combat entre Francis et Derrick Lewis a été un non-combat où Derrick Lewis a gagné haut la main parce qu'il a mis 2 ou 3 coups de poing de plus que Francis et que les deux n'ont pas mis le coup de poing du tout parce qu'ils se sont annihilés, ils se sont fait peur tous les deux. Et donc, du coup, j'avais cette traîne-là de dire ils sont beaucoup plus expérimentés que Cyril. Est-ce que Cyril ne va pas avoir ce coup ce coup de truc qui le stoppe et qui empêche que tu puisses délier tes coups, que tu puisses dans la gestion? Alors, Cyril, qu'on a vu, n'a pas été en état de flow. Ce que j'appelle l'état de flow, c'est quand tu es quasiment à 99% de tes compétences et tes capacités que tu as au moment où tu le fais. Je pense que Cyril était probablement à 60 ou 65% de son état de flow. Mais déjà, c'était bien ce qu'il a fait. C'était beau à voir, c'était esthétique et c'était bien. Et donc, je me suis rendu compte que plus il y a la foule, plus elle est hostile et plus Cyril est galvanisé. J'étais galvanisé, on a chanté en marchant. Il s'est retourné pour nous regarder. Quand il a entendu 16 000 personnes qui étaient en train de le huer, ça lui a donné, voilà. Et donc, ça m'a appris que, voilà, je savais déjà qu'il est capable de faire 5 rounds à l'aise. Je savais qu'il peut gérer les mêmes événements à l'aise. Je sais maintenant qu'il peut gérer, je savais qu'il peut gérer des gens qui frappent fort à l'aise, puisqu'il a géré Jairzinho, il a géré Derrick Lewis. Maintenant, je sais qu'il peut gérer une foule et avec toute la lumière qui va avec, quoi, y compris les journalistes. C'est une foule ce qu'on a eu comme débat de journalistes. C'est qu'on parle d'un main event avec Volkov qui est censé être le combat qualificatif. Du coup, on a eu des journalistes comme jamais, interview sur interview. Il n'a pas refusé une seule fois une interview. Pas une seule fois. Il a tout pris avec tout ce qu'on lui a mis comme charge d'interview. Et ensuite, on rentre, on est encore à l'aéroport. J'ouvre mon téléphone. L'UFC vient m'écrire pour dire le combat est confirmé. J'ai tout de suite les harcèlements de Hunter Campbell, qui est le boss du matchmaking et tout, qui dit je veux la signature du contrat tout de suite. Là, on vous a envoyé le contrat. On signe dans la foulée. Les médias appellent. On est noyé de médias, mais il n'a pas bronché. Fatigue psychique, fatigue physique. Il était fatigué.
on n'a pas voulu en parler, mais il était fatigué quand on est allé sur le combat de Houston. Mais encore une fois de plus, c'est de la bravo d'avoir un mec courageux qui est exténué, fatigué, d'avoir enchaîné 3 combats d'affilée, de rentrer chez lui, on lui demande que dans 1 mois et demi, tu dois affronter un mec qui a le record mondial de KO, qui a battu le champion en titre indisputé. Il a été battu par Derrick Lewis. Et tu vas l'affronter dans 1 mois et demi chez lui à Houston avec 16 000 spectateurs et il y a ta femme qui attend un bébé dans quelques jours. Waouh, violent quand même. Donc, si tu veux, oui, je dis un grand bravo à Cyril Gane et je le remercie de nous amener toute l'équipe Factory et la France entière dans une telle aventure. Au-delà de son talent, c'est vrai qu'il a prouvé qu'il avait un mental d'acier pour assumer son statut et faire face à toute cette pression. C'est ce qui fait justement de lui un grand champion. Une ceinture dès son premier combat professionnel pour l'organisation TKO. Fernand, un statut de challenger numéro 1 dans la catégorie après seulement 10 combats professionnels, moins de 3 ans de pratique du MMA. Et puis un style unique aussi, il faut le dire, en son genre chez les poids lourds, surtout au MMA. Jusqu'où est-ce que Cyril Gane peut aller? Je ne sais pas la limite, je ne sais pas c'est quoi la limite. J'ai dit un truc qui est assez clivant. Mohamed Ali. Les gens sont... Voilà, les gens en général sont très choqués par ce genre de déclaration. Quand vous dites que Maradona peut être le prochain Pelé, ou quand vous dites que, je ne sais pas moi, Lionel Messi peut être le prochain Pelé, les gens sont scandalisés. On n'aime pas toucher à ces anciens qui ont des grands noms. On n'aime pas, on n'ose pas y toucher. Mais les gars, il peut. Déjà, c'est le conditionnel. Hein? C'est la première des choses. J'ai le droit de le dire si je veux. Il peut être le prochain Mohamed Ali. Mais c'est vrai ou pas, Ilyes? Tu me dis, est-ce que je peux le dire ou pas? Démocratiquement, est-ce que légalement, j'ai le droit de le dire sans qu'on me mette en prison? Je peux le dire ou pas? Bien sûr, bien sûr. Merci. OK, donc ça, c'est bon, c'est dit, je le dis, je l'affirme. Comme il y a 2 ans, quand je disais qu'il va arriver à la ceinture, il y a la moitié des gens qui le supportent aujourd'hui, qui sont dans le train hype, qui disaient c'est impossible. Ton gars, c'est un fragile, il ne va même pas faire une année, il va craquer, il ne peut pas battre un top 10, il ne peut pas battre un top 15. Aujourd'hui, ces mêmes personnes se sont refroidies, sont il peut peut-être battre Francis finalement. Il peut peut-être. Voilà. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que je suis sûr que, je connais l'histoire de Mohamed Ali. C'est un monument, Mohamed Ali. C'est un monument, pas simplement sportivement, mais c'est un monument dans la vie de tous les jours. C'est une inspiration pour la population. C'est quelque chose de... Voilà quoi, il est dans le panthéon des acteurs du sport de combat. Et je dis simplement que si j'ai tort, dites-moi quelque chose dis-moi toi, Ilyes, toi qui connais Mohamed Ali, qu'est-ce qu'il a fait qui est impossible à faire de la part d'un être humain? Est-ce que humainement, un être humain peut faire ce qu'il a fait? Est-ce que politiquement, on peut se positionner, avoir des valeurs comme Mohamed Ali? Est-ce que dans la manière de parler, dans les punchlines, on peut se positionner? Est-ce que dans la manière de faire du sport, le footwork qu'il a, les déplacements qu'il a, les journalistes du monde entier sont unanimes à dire que de l'histoire des poids lourds du monde entier, tout sport de combat confondu, on n'a pas vu un être humain qui bougeait de la manière de Cyril Gane. Bon, à un moment donné, on peut le dire sans blesser, sans offenser les gens, en disant, OK, Mohamed Ali, c'est de Greek, c'est de côte, il n'y a rien à dire, mais on peut bien dire qu'un jeune, à un moment donné de sa vie, s'il arrive à son prime, pourrait atteindre un Mohamed Ali sans risque de blesser les gens. J'ai réalisé plusieurs vidéos sur Cyril Gane et dans l'une d'entre elles, je pense que j'ai qu'au niveau des déplacements, le fait de voir un poids lourd se déplacer comme un poids moyen finalement, comme le fait Cyril Gane, en boxe, on a déjà eu des profils de ce genre et parmi les exemples les plus criants, ça reste bien évidemment Mohamed Ali. Donc c'est sûr que sportivement, on peut très bien faire un parallèle entre Cyril Gane dans le MMA et Mohamed Ali dans la boxe. Ça, je suis totalement d'accord avec toi, Fernand, et tu fais bien de le dire. J'ai hâte en tout cas de voir ce que les abonnés qui vont regarder cette vidéo diront dans les commentaires. Alors, ce qui est sûr, Fernand, on va en venir au fait, j'ai envie de dire, c'est que Cyril Gane, maintenant qu'il est champion intérimaire de cette belle catégorie des poids lourds,
Ça veut dire que normalement, dès son prochain combat, il devrait affronter Francis Ngannou pour le titre des poids lourds. Les deux ont une ceinture, ils se connaissent, ils sont finalement aussi à leur prime. Impossible de faire mieux qu'une telle opposition dans cette catégorie. Absolument. Si on avait voulu écrire une histoire, un scénario pour un film, on n'aurait pas fait mieux que ce scénario-là. Et donc, l'Europe, de manière générale, a une belle histoire. Il faut comprendre qu'un combat, c'est pas juste un combat, c'est une narration. C'est une narration qui fait une histoire. C'est une histoire qui fait un combat. S'il n'y a pas une belle histoire, on a souvent des Européens qui arrivent, combattent, disparaissent. On a des grands noms comme Gustafsson qui arrivent, font des beaux combats, sont athlétiques, sont bien. On a eu Jimmy Manoa, on a eu... Ils arrivent, ils combattent, ils disparaissent parce qu'il n'y a pas une histoire dedans. Là, on a une histoire qui n'est pas fabriquée, une vraie histoire qui est une histoire assez solide et c'est pas mauvais de l'assumer, l'histoire. Elle est là, c'est pas quelque chose, elle est une belle histoire, elle est là, c'est la réalité. C'est pas un truc, malheureusement, elle est là, l'histoire. On n'a pas voulu qu'elle soit là, mais elle est là. Il y a deux personnes qui ont commencé le sport dans la même salle de sport, quelque part dans un petit club parisien. Deux personnes. Et ces deux personnes aujourd'hui sont champions intérimaires d'un côté, champions indisputés d'un autre côté. Le seul et unique vrai champion, c'est Francis Ngannou, parce qu'il est le champion indisputé. Le deuxième qui vient juste après lui, qui est classé, qui a une ceinture intérimaire, ça reste qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. C'est-à-dire qu'après, ça c'est discutable. Vous n'aimez pas la ceinture intérimaire, oubliez qu'il a la ceinture intérimaire. Vous l'aimez, vous acceptez, mais ce n'est pas votre propriété, l'UFC. Le boss de l'UFC, les gens à qui appartient l'UFC, c'est une société privée. Ce n'est pas un truc à but non lucratif. Ils ne partagent pas ça avec vous ou avec moi. Ils décident s'ils veulent faire une ceinture de la bière, ils font une ceinture de la bière. S'ils veulent faire une ceinture BMF, comme la ceinture de Masvidal, ils font une ceinture de ce qu'ils veulent et personne ne peut rien dire. Si vous n'êtes pas content, vous créez votre événement, vous faites votre événement et vous mettez la ceinture belge, la ceinture Bruxelles ou la ceinture Eliès. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ils ont décidé de faire une ceinture intérimaire. Voilà. Donc, je reviens sur les faits. Ils ont la ceinture, les deux. L'un est champion du monde indisputé, l'autre fait la queue pour vouloir être champion du monde. Les deux ont eu le même entraîneur du premier combat de leur vie jusqu'à la ceinture au titre mondial. C'est rare, c'est compliqué, c'est rare. De l'histoire, si vous trouvez ça, faites-moi voir. Donc, c'est exceptionnel, c'est une belle histoire. C'est une histoire biblique. C'est Cain et Abel. C'est une histoire, voilà quoi. C'est quelque chose qui est correct et qui va permettre de vendre le combat. Et c'est bien, tant mieux pour les deux, parce que du coup, Francis n'est pas encore un grand vendeur de pay-per-view. Cyril Gane, encore moins, il est moins connu, beaucoup moins connu que Francis, il ne vend pas assez le pay-per-view. Heureusement, pour les deux, ils ont une histoire. C'est leur métier, ils vont pouvoir se faire beaucoup d'argent parce qu'il y a une belle histoire derrière, une histoire, enfin belle, je ne sais pas si elle est belle complètement, mais elle est belle dans le sens où les deux se sont croisés à un moment donné au MMA Factory. L'un a changé de team à un moment donné, l'autre est resté au MMA Factory. Les deux ne sont pas vraiment amis, ce sont des connaissances qui se sont souvent respectées, beaucoup saluées, beaucoup entraînées, et puis voilà. Et ça suffit pour que l'organisateur, le promoteur puisse faire un bel événement et annoncer aux gens qu'il y aura une belle carte. L'histoire est extrêmement intéressante, honnêtement, et puis il y a aussi les différentes punchlines qui commencent petit à petit progressivement à sortir d'un côté comme de l'autre. Alors j'imagine que tu as vu cette vidéo-là, mais Francis Ngannou a réagi de manière immédiate à la victoire de Cyril face à Lewis. Il a salué sa belle performance, mais pas que. Je vais te lire, si tu me le permets, quelques phrases traduites qu'il a tenues sur sa chaîne YouTube. J'aimerais avoir ta réaction à ça. Donc il dit, Francis: je suis le roi, la vraie ceinture est chez moi, pas celle qu'ils ont achetée au Walmart. Donc Walmart, c'est un supermarché en Amérique du Nord. Cyril et moi, on se connaît bien. Certaines vidéos de nos sparring tournent, mais ils n'ont pas publié les vrais. Ils savent. Le trash talk est définitivement lancé, en tout cas. Magnifique, c'est bien ce qu'il dit, même s'il y a beaucoup d'incohérences dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que il faut avoir beaucoup de respect pour l'organisation dans laquelle tu es.
si tu dis que l'organisation dans laquelle tu es, qui s'appelle UFC, si tu traites une de leurs ceintures comme étant une ceinture achetée au Walmart, alors tu es en train de dévaluer ta propre ceinture et ton propre titre mondial. Il faut savoir que si on retire Cyril de l'équation, la ceinture indisputée de l'UFC devrait être entre Derrick Lewis et Francis Ngannou en juin. Ensuite, ça a été déplacé pour le mois d'août. Oui. Ensuite, Francis a voulu que ça soit déplacé encore pour le mois de septembre. Mais avec le même adversaire qu'il a battu quelques années plus tôt. Derrick Lewis a battu à plate couture Francis Ngannou. Derrick Lewis est le contender qui devait faire la ceinture indisputée. Pourquoi est-ce que Francis Ngannou, à un moment donné, n'a pas dit « Bon, ne me mettez pas Derrick Lewis, il est trop pété, il n'est pas bon, c'est un mec qui vient de Walmart, qui ne peut prendre que des ceintures de Walmart. » Non, il voulait bien l'affronter. Il était chaud à l'affronter. Soudainement, ce mec-là devient un mec faible. D'ailleurs, sur cette vidéo dont tu parles, on le voit se moquer de Derrick Lewis et dire Derrick Lewis a pris son œil. Il disait « Je connais Derrick Lewis, quand il commence à faire ça, ça veut dire que le combat est fini. » Bah, tu le connaissais quand tu l'affrontais, pourquoi tu ne lui as pas fait ça? Quand tu as affronté Derrick Lewis, tu savais comment il perd, tu savais qu'il n'a pas de cardio, tu savais qu'il est fragile, tu savais qu'il peut tenir la tête. Mais non, tu t'es chié dessus et juste tu as eu peur de pouvoir aller jusqu'au bout du combat. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas pu bouger, tu étais tétanisé. Bon, va pas critiquer Derrick Lewis maintenant parce que lui, il a réussi à te battre et c'est difficile de le critiquer. Voilà, moi je pense que à aucun moment Cyril n'a manqué de respect au titre que possède Francis. C'est un vrai titre, c'est un champion, il est indisputé, rien à dire. Dès le premier jour, avant même le combat, Cyril a toujours dit moi, ma ceinture intérimaire, si je la gagne, elle ne veut rien dire. Je ne suis personne. Il a toujours tenu ce propos. Moi également, j'ai toujours dit ça, que le seul champion, le seul vrai champion, c'est Francis Ngannou. Si lui prend du plaisir à ridiculiser la ceinture de son événement, de son organisation, bon, ça laisse les gens décider de ce qu'ils pensent du personnage, c'est tout. Mais en tout cas, moi je trouve que le combat qu'il a fait, le parcours qu'il a fait, c'est un parcours très respectable. Le combat qu'il a fait, c'est très respectable. Et puis, de toutes les façons, ils vont se rencontrer. Enfin, c'est inévitable. Il y a encore quelques jours, quelques mois, si on lui avait dit à Francis qu'il va rencontrer ce petit qu'il a croisé à la salle, qui était un tout petit débutant, il n'aurait pas cru. Ça prouve juste une chose, c'est que pendant longtemps, on a voulu nous mentir en nous donnant la narration que nous, les Européens, on ne sait rien faire. La narration selon laquelle on dit Francis Ngannou a réussi quand il est allé aux États-Unis n'est pas vrai. Les gens ont oublié, il y a un combat au milieu là. Il y a un combat au milieu qui est Francis Ngannou contre Curtis Blade 2. Je vous invite à aller regarder le combat. Regardez qui est dans le coin de Francis quand il a retrouvé la victoire. C'est en Chine. Ouais. Nous sommes en Chine. Francis affronte Curtis Blade pour la deuxième fois. Francis est déjà installé aux États-Unis 100%. Il vient de perdre le combat contre Stipe où on m'invite pour 2 semaines pour participer et donner la stratégie et donner les directions à comment il s'appelle, à John, qui est l'entraîneur principal du syndicat, dont je vais leur donner un coup de main. Mais je ne suis pas le coach principal, ce n'est pas moi qui l'amène, il est il est de l'équipe syndiquée. Il perd le combat contre Stipe. Voilà. Ensuite, il refait le combat contre Derrick Lewis. Pareil, j'y vais 1 semaine avant le combat parce que Francis me demande d'y aller pour pouvoir donner la guidance à son coach avec lequel il est. Et donc, il va reprendre le combat contre Derrick. Je rentre en France. Je suis mécontent qu'il n'écoute pas la stratégie. Je lui demande de ne pas venir. Je dis que je ne souhaite plus travailler avec. Il vient à Paris, il demande à me rencontrer, on va au restaurant, on s'assoit et il me dit quelles sont les conditions pour qu'on continue à travailler ensemble. Je vais donner mes conditions, notamment la paye, en disant on va déjà arrêter ta méthode de payer qui est de dire
bon, je vais te payer comme je veux. Ce n'est pas ça. C'est que moi, je n'ai jamais signé de contrat avec des athlètes jusqu'à ce que j'ai Francis. Jamais je n'ai signé de contrat. Quand j'ai eu cette trahison avec Francis, j'ai décidé de mettre en place des contrats. Toutes les personnes que j'entraînais avant n'avaient pas de contrat. Après Francis, c'était là où je me suis dit, bon, je commence à être ridicule avec mon truc de dire c'est la famille, je suis le papa, j'ai mes enfants. Là, ça va trop loin. Et en gros, Francis, c'est qu'il te donne ce qu'il veut quand il veut. Et donc, tu lui dis, mais non, c'est pas ça, on avait conclu 10%. Tu dis, oui, mais non, moi, si je veux aux États-Unis, je peux payer 0% si je veux. Donc, je fais comme je veux. Et donc, si tu veux, je remets les règles en place. Je lui dis, et pareil, sur l'entraînement, quand je te dis on fait ça, ne me dis pas non, ça, je ne veux pas faire ça, je suis fatigué. C'est à cette condition-là que lui et moi, on va en Chine avec une team qui est 100% MMA Factory. Il y a Tonton Pumbu dans le coin, il y a Tino Martin Autou dans le coin, il y a Fernand Lopez dans le coin. Et c'est dans ces conditions-là qui retrouve la voie de la victoire face à Curtis Blade sur le combat Curtis Blade 2. Donc, venez pas me dire qu'il a quitté le MMA Factory. Ensuite, il est redevenu fort ailleurs. Et comme il est redevenu fort aux États-Unis, alors il est allé à la ceinture. Non, je ne retire aucun crédit à sa nouvelle team. Très bon boulot. Ils ont réussi à le canaliser. Ousmane Camaro, très bon coach. Il a réussi à lui dire calme-toi, réfléchis, pose tes coups. Magnifique. Cependant, donnons à César ce qui appartient à César. Il a fait un parcours sans faute, sans jamais perdre un seul combat, de zéro jusqu'à la ceinture. En écoutant la stratégie scrupuleusement, il n'a jamais perdu un combat. Ensuite, il est allé aux États-Unis, s'installer aux États-Unis et a trouvé la méthode de m'inviter de temps en temps pour aller passer du temps. Et le maximum que je pouvais lui donner, puisque j'ai une salle de sport, c'était 10 jours maximum. 2 semaines maximum, par exemple, pour la ceinture. C'est ce que je pouvais donner. Et je donnais ça et je rentrais. Et il a perdu les 2 combats. Et pour retrouver la voie de la victoire, il est revenu à la salle. Il a refait tout un camp d'entraînement au MMA Factory. On est allé en Chine. Il a gagné le combat. Voilà l'histoire, la nation qu'on ne veut pas dire. Et aujourd'hui, dans la même salle, un autre jeune arrive, fait moins de 200, signe à l'UFC au bout de 2 combats, record battu. Ensuite, il va arriver à la ceinture. Je dis simplement que le MMA Factory n'est pas une spéciale. L'Europe est spéciale. On a de la pédagogie. On sait enseigner, on sait encadrer. On a des bons préparateurs physiques. Arrêtons de complexer. OK, s'ils veulent faire leur MMA Awards, faisons nos MMA Awards ici à Paris ou en Suisse ou en Belgique, où vous voulez, en Suède. On a de la qualité. Arrêtons de fantasmer sur d'autres choses. On a quelque chose, on a une signature européenne, on a une signature sur le MMA, sur ce qu'on fait sur l'Europe. Allons-y, faisons ce qu'il y a à faire. Je suis désolé Fernand, mais je suis obligé aussi de revenir sur les propos, les récents propos de Francis sur toi et sur la relation que vous avez entretenue, puisque dans une interview sur GQ, donc accordée au magazine GQ, il dit qu'en fait vous étiez souvent disputé sur le fait que tu trouvais, c'est ce qu'il dit, que tu trouvais apparemment qu'il prenait toute la lumière. Il dit aussi que ce que tu cherches c'est être célèbre. Tu as travaillé pendant 5 ans, tu en as parlé avec lui. J'imagine qu'entendre de tels propos à ton sujet, ça ne doit pas te laisser indifférent, on va dire. Si, ça me laisse indifférent. Ça me laisse indifférent parce que pendant très longtemps, moi, je me suis retenu pour ne pas raconter tous les détails, toutes les histoires, tous les machins. Mais avec tout ce qu'on a eu comme dispute, c'est dommage qu'ils viennent inventer une dispute alors que des réelles disputes, on en a. Comme je vous ai dit tout à l'heure, financièrement, on a eu des vraies disputes. On a eu des entraînements qui s'arrêtaient carrément parce qu'il me disait, à la fin de l'entraînement, je lui disais, bon, voilà, les sparring qu'on a fait venir, il faut que tu les payes. Il me dit, mais non, c'est toi qui dois les payer puisque je t'ai donné un pourcentage et tout, et donc tu prends dans les sous du pourcentage, tu payes les sparring. Mais tu as vu ça où? Mais tu as vu ça où tu exiges d'avoir des sparring de qualité, je te donne une indication, tu les fais. J'amène des sparring de l'équipe de France, j'amène des sparring et tu me dis non, je veux mieux que ça, je veux telle qualité. Et quand on va les chercher, tu me dis que c'est à moi de les payer. Ça ne se fait pas. Ça, ce sont des disputes qui devraient mettre en avant. Pas inventer les disputes. Et ça ne me gêne pas parce que la réalité, c'est que
euh, où est la corrélation avec le fait que je vais être célèbre ou pas? Imaginons dans un meilleur des cas que je vais être célèbre, que c'est pour ça qu'on a eu des embrouilles. Où est le rapport avec l'ingratitude? C'est-à-dire que je peux avoir un coach qui va être célèbre, je lui donne ce qu'il veut. Même si dans mon cas, j'avais mon coach Mathieu Nicourt qui m'a coaché et je sens qu'il va être célèbre, mais je lui donne la lumière, c'est le minimum vu le temps qu'il passe avec moi. Il me donne tellement de temps. Imaginons que je vais être célèbre, sauf que moi je ne crois pas parce que la célébrité, dit que la célébrité c'est dans l'octogone, c'est pas être intelligent. Parce que Barack Obama n'a pas eu besoin d'aller combattre dans une cage pour être célèbre. Enfin, la réalité, c'est que Dana White est l'homme le plus célèbre du MMA. Il n'a jamais mis les pieds dans l'octogone pour un combat, à part mettre des ceintures sur les tailles des gens. Ouais. Okay. Joe Rogan, c'est le roi du podcast qui a arraché des millions à Spotify pour des contrats de podcast. Est-ce que vous l'avez déjà vu combattre dans un octogone? Jamais. La célébrité, on n'a pas besoin d'être dans l'octogone. On peut être un très bon entraîneur comme Freddy Roach, l'entraîneur de boxe est très célèbre sans entrer dans l'octogone. J'ai un cerveau qui me permet d'avoir un autre métier autre que d'aller forcément me battre pour avoir la célébrité si je la voulais, la célébrité. C'est un faux prétexte, c'est ça. C'est pour justifier, pour que les fans qui y a derrière puissent tomber sur moi en disant « Ah oui, tout s'explique, vous voulez être célèbre. » Mais non, la réalité, c'est que tous les coachs du monde sont cités, nommés, leurs gyms sont montrés du doigt. Je donne un exemple simple et je vous dis de rentrer dans mes chaussures. Vous êtes Fernand Lopez. Vous êtes aux États-Unis parce que Francis Ngannou vous a payé le billet d'avion et il veut que vous allez l'entraîner. Pendant que vous y êtes pour l'entraîner, Francis Ngannou, pour la ceinture, donc vous allez donner un coup de main à son coach. Hein. Attention, est-ce que vous comprenez la lecture de jeu? Pour ceux qui disent que Fernand Lopez serait fâché avec Francis parce que Francis a changé de gym. Écoutez bien la démarche. J'ai aidé Francis Ngannou à s'installer aux États-Unis dans les démarches. Je savais qu'il allait s'installer définitivement et je lui ai donné ma bénédiction. Tu peux y aller. C'est pas parce qu'il est parti du gym. Je l'avais déjà viré 2 fois de mon gym déjà avant même ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. La plupart des coachs sont en mode oui, j'ai peur parce que si je perds mon talent, je suis mort. Je n'ai pas peur, j'en ai rien à cirer. Qu'est-ce qui va m'arriver si je n'ai pas de talent? Si j'avais personne dans ma vie comme sportif de haut niveau, qu'est-ce qui m'arrive? Je vis bien, je suis fier, je n'ai pas de problème. Regardez bien la démarche. Je vais aux États-Unis le coacher. Il y a les MMA Awards au MGM Grand. Francis me dit, Freeboy, est-ce que ça te dit qu'on a eu un MMA Award? J'ai été invité. Bah oui, let's go, on y va. Je suis assis à côté de lui. Derrière moi, il y a 2 journalistes, dont John Morgan, qui est le boss de MMA Junkie. Mon ami, il est assis derrière lui. Véridique. Tout le monde qui monte sur la plateforme remercie tout le monde, même son chien. Merci à mon chien de m'avoir laissé le temps d'aller faire le MMA. Merci à tout le monde, remercie tout le monde. Le seul qui va monter sur le podium et qui va redescendre du podium sans avoir remercié quelqu'un et qui est, non, il a remercié le public, bien entendu. La phrase qui revient le plus, c'est « Ma team, c'est la meilleure team. Mon coach, c'est le meilleur coach. » Tous les athlètes qui sont passés ont dit la même chose. Un seul athlète n'a pas fait la même chose. Francis Ngannou. John Morgan, qui était assis derrière moi, m'a dit, « Tu as un problème avec Francis? » J'ai dit, « Non, on est bien là. » Il me dit, « Waouh, waouh. » Voilà ce qu'il avait répondu. Il faut juste que ses conseillers lui disent, « Écoute, commence à remercier les gens. » Et c'est bien parce que je sais que de toutes les façons, j'ai impacté un peu sa vie.
je vois que ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui avec moi, il le fait avec l'autre équipe et c'est une bonne chose. En tout cas, tu as eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Tu viens de le confirmer à l'instant. C'est pas le fait que Francis ait décidé de travailler au Xtreme Couture de Las Vegas qui te gêne. C'est surtout, on va dire, son manque de reconnaissance envers le travail énorme effectué au MMA Factory et tout ce que vous avez pu lui apporter. Mais avec tout ce qui a été dit, Fernand, de part et d'autre, donc aussi bien de son côté que du tien, comment est-ce que tu imagines aussi tes retrouvailles avec Francis le jour où bien Cyril Gane va devoir se mesurer à lui, se retrouver en face de lui? En soi, il n'y a pas de retrouvailles, il y a une confrontation. Mhm. Bah, les retrouvailles, je serai à l'extérieur de la cage, comme il a dit, lui sera à l'intérieur de la cage. Les retrouvailles, ce sera entre Cyril et lui. Et moi, les retrouvailles, ce sera entre son coach et moi. Mhm. Son coach, je m'entends bien avec lui. On s'est croisés récemment lors du combat de Nassoudine Imavov. Il est venu vers moi et il m'a pris dans ses bras. Eric Nicksick, c'est Euh, ça? Eric Nissid, il m'a pris dans ses bras. Je pensais que je m'avançais pour tendre la main. Il m'a fait ils sont un peu plus tactiles, les Américains, que nous. Ouais. Il m'a fait un hug et bah, je lui ai rendu le hug avec vraiment plaisir, de la sincérité. J'apprécie beaucoup le personnage. Et donc, c'est entre nous qu'il y aura des retrouvailles. Mais les retrouvailles de Francis, ça va être contre Cyril. Et comme il a dit, il sait. Mhm. Il a dit que il sait, mais je suis sûr que lui, il sait. Ce que tu sais aussi, Fernand, c'est que l'UFC fait partie, on va dire, des meilleures organisations sportives en termes de promotion d'un événement. On l'a vu avant Khabib McGregor, ils ont fait monter la pression maximum pour promouvoir ce combat. Ils l'ont fait aussi dans une moindre mesure avec Kamaru Usman et Gilbert Burns, qui sont deux anciens coéquipiers. En connaissant l'histoire entre Francis, le MMA Factory, Francis et toi, Francis et Cyril, on peut certainement se douter qu'ils vont jouer aussi sur ça pour accroître, on va dire, l'intérêt autour de ce combat, même si l'intérêt est déjà énorme. Est-ce que ça risque de déstabiliser Cyril ou au contraire, il est totalement imperméable à la pression, comme face à Lewis finalement? Complètement imperméable. Vous voyez là l'interview qu'on est en train de faire. J'en ai fait quelques-unes. Et on n'en parle même pas. Il s'en moque, mais d'une puissance incroyable. Là, je l'ai appelé juste avant, on a parlé d'autres choses, je vais l'appeler tout à l'heure. On parle d'autres choses, on parle de ses vacances. Là, il va prendre quelques jours. On a commencé un planning, un programme de préparation physique. Mais on ne parle même pas de ça. C'est qu'il ne regarde même pas ça. On ne parle pas ni de ses interviews, ni miennes, ni de. Il n'est même pas au courant. C'est que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi imperméable. Il n'est pas du tout au courant de ça. C'est que lui, il est dans son game. Il envisage le combat comme un match de basket où il est face à quelqu'un. Il n'est pas au courant de tout ça. Donc, c'est vraiment. C'est beaucoup plus tranquille. C'est paisible de pouvoir avoir toute cette guerre autour, tout ce cinéma autour et d'avoir un mec qui est imperméable à ça, c'est génial. Et tu as indiqué dans une interview aussi accordée à MMA Fightness que je salue, et tu viens de le confirmer à l'instant également. Vous avez en fait le préparateur physique a déjà concocté, on va dire, le programme de Cyril pour affronter Francis. Est-ce que ça veut dire, attention, peut-être on aura une exclue, si c'est le cas, je te remercie, mais est-ce que ça veut dire que le choc entre Cyril et Francis va arriver plus tôt que prévu? Est-ce que tu as peut-être aussi une idée de l'endroit? Bien évidemment, Paris serait l'endroit idéal pour un tel affrontement. Est-ce que l'UFC t'a peut-être déjà donné des infos là-dessus? Je travaille avec l'UFC dessus, dans une moindre mesure, pour faire que ça se passe à Paris. Mmh. Notamment administrativement et tout. Ils avancent beaucoup dessus. C'est pas gagné. Que ça se passe à Paris, c'est pas gagné. C'est pas parce que l'UFC ne veut pas. L'UFC veut absolument que ça se passe à Paris. Mais la régulation avec les normes sanitaires font qu'ils n'ont pas envie d'avoir des moitiés jours. Donc, ce n'est pas perdu encore complètement, mais c'est difficile. Donc, je n'ai pas de date. Il n'y a pas de date encore. Même eux, ils ne savent pas encore la date. Ça pourrait être en décembre, comme ça pourrait être en février. On n'en sait rien pour le moment. Mais toujours est-il que, justement, le programme de préparation physique que j'ai commandé et que Ryan Gillet a concocté,
c'est un programme qui nécessite du temps. Et récemment, Cyril n'a pas eu beaucoup de temps pour se développer. Il a eu du temps juste pour entretenir les qualités physiques acquises et les maintenir. Là, on sait que dans le meilleur des cas, l'événement est en décembre. Du coup, si on compte d'ici décembre, il nous reste assez de temps pour développer la force, prendre le risque d'être en désadaptation physiologique parce qu'on aura le temps pour faire la surcompensation et arriver à un niveau supérieur avant la date du combat. C'est pour ça qu'on parle de préparation physique maintenant et avant d'arriver sur le spécifique. Ça ne sert à rien de se fatiguer le cerveau maintenant, il y a encore beaucoup de temps. L'idée, c'est de laisser le cerveau de Cyril le plus vite possible, qu'il emmagasine une tonne d'amour de sa famille, de ses 2 filles, de sa merveilleuse femme, qu'il emmagasine une tonne d'amour de ses parents, de sa sœur, de son frère, et que le moment venu, on puisse y injecter juste l'essentiel, juste ce qu'il faut pour la stratégie pour gagner le combat. On a parlé, on va dire, de l'extra-sportif. J'ai envie de parler du sportif. Maintenant, c'est donc mon avant-dernière question. Les 2 combattants se connaissent, hein, Francis et Cyril. Tu les connais aussi parfaitement. La puissance, la force physique et l'allonge aussi, on va dire, penchent pour Francis. Alors que la technique, la mobilité et le cardio sont en faveur de Cyril. Quel facteur sera selon toi le plus déterminant? Qu'est-ce qui va faire la différence pour octroyer la victoire à l'un ou à l'autre quand ils vont s'affronter finalement? C'est celui qui aura le plus faim. Je pense que ça va finir en mode un combat de chien. Ça va commencer en mode très technique parce que Cyril va vouloir apporter un combat propre. La stratégie de l'équipe de Francis devrait être d'apporter la bagarre. Il faut qu'il y ait la bagarre pour Francis pour qu'il gagne le combat. Il faut qu'il y ait un chaos. Quand je parle de chaos, je ne parle pas du chaos couché, je parle du chaos dans la manière de combattre. Il faut qu'il y ait un désordre. Il va proposer de la lutte, il va proposer de la boxe. Et il va proposer du cadrage et avancer en mode lutte et boxe. Et donc, Cyril, d'un côté, va garder la distance pour pouvoir faire que ce soit propre, mais très rapidement, comme il est explosif, Francis, il y aura un combat de chien. Et ce sera simplement celui qui aura plus envie. Et c'est ça qui m'excite beaucoup, parce que ceux qui connaissent vraiment, vraiment Cyril savent que Cyril adore les combats de chiens. Mais les gens ne le savent pas, on le voit propre, mais on ne sait pas que Cyril adore dîner en enfer. Il veut la guerre, il veut le sang en réalité. On le retient, nous l'équipe, on le retient avec de la stratégie. Voilà. Mais en réalité, il adore la bagarre. Il voudrait, quand on discute avec, il rêve de combats à la Ferguson où ça blesse, ça saigne, ça se relève, ça tombe, ça se relève. Il aime la guerre. Et donc, je suis curieux de voir ce personnage qui se met en lui ressortir le moment venu. Nassourdine Imavov, Alain Bodo, Abdulragimov, Mehdi Ben Lagdar, Islen Zouak, que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Je ne vais pas tous les mentionner parce que des combattants talentueux, il y en a énormément au MMA Factory. J'aimerais savoir lequel de tes poulains est-ce que tu penses avoir le plus de potentiel pour être le prochain à exploser au très haut niveau? C'est fou parce que je te promets, Abdul il vient de m'envoyer un texto à l'instant. Mais à l'instant, quelle coïncidence! c'est un truc magique. À l'instant, Abdul vient de me texter. Abdul fait partie de ceux qui ont le potentiel d'entrer à l'UFC. En tout cas, il est sur les petits papiers de Sean Shelby. Il le connaît parfaitement aujourd'hui. On en a encore parlé hier. Hier, on en a encore parlé. Attention, il est toujours sous contrat avec le Brave. Mais l'UFC le connaît déjà. J'ai aussi parlé avant-hier de Taylor avec l'UFC et c'est plutôt bien. Les discussions qu'on a eues avec avant-hier sur Taylor, c'était quelque chose de bien plutôt. S'il y avait un scoop, je l'aurais dit, Ilyes. Je n'ai pas dit qu'il y a quoi que ce soit. Pas pour le moment en tout cas, mais voilà, s'il y avait un scoop, je l'aurais dit. Quand j'ai moyen de donner un scoop, je sais que c'est ton métier. Je donne la possibilité que ça puisse être quelque chose qui te booste le truc. Et voilà, je donne la force quand je peux donner la force. Et puis, Mehdi Ben Lagdar,
est connu par l'UFC. Il va combattre là pour la ceinture de Cage Warrior bientôt. Mais il est sous le radar de l'UFC. L'UFC le connaît. Un autre que l'UFC connaît, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, il va reprendre le combat bientôt. C'est le frère de Nassourdine Imavov, dont je parle de Dagi Imavov, l'un des combattants les plus forts en Europe. Pour moi, il est archi impressionnant. Et donc, oui, il y a ça, il y a qui d'autre? C'est vraiment les noms qui reviennent le plus. Voilà les noms qui concrètement sont sur les petits papiers aujourd'hui. Et puis, il y a quelques poids lourds qui n'ont pas encore combattu, mais que l'UFC connaît déjà. Parce que c'est comme ça que je fonctionne avec eux. Quand Cyril n'avait pas combattu, quand Cyril faisait son premier combat de MMA, le tout premier, j'avais appelé Ming Ménard avant, la veille, pour lui dire que demain sur UFC Fight Pass, il y aura un combat de ce gars. Il est personne encore, il n'a pas combattu, mais regarde le combat s'il te plaît. Et donc, cette avance-là permet que c'est ça qui a permis qu'au bout de 2 combats que l'UFC le signe. Parce que j'ai attiré juste l'attention en disant, regarde le combat s'il te plaît. Il est à ses débuts, mais regarde juste son combat. Et au bout d'un combat, il voulait déjà le prendre au Contender Series. Et j'avais dit non, le Contender Series, ce n'est pas son niveau. Il faut qu'il entre dans la cour des grands. Regarde encore le deuxième combat et quand tu vas te sentir prêt, tu me dis, il a regardé le deuxième combat et il m'a dit, c'est bon, je t'envoie le contrat de Sergan ce soir. Tu as vu juste et on peut confirmer une fois de plus que l'avenir s'annonce radieux du côté du MMA Factory. Un énorme merci à toi Fernand Lopez d'avoir répondu à mes questions. Je sais que tu enchaînes les interviews, on peut le dire, tu es en congé en ce moment, donc tu avais peut-être envie de penser à autre chose, mais tu as quand même été présent pour répondre à mes questions et je suis sûr et certain que mes abonnés vont apprécier et adorer regarder cette vidéo. Est-ce que tu as peut-être justement un dernier message à faire passer aux personnes qui te suivent, aux personnes qui suivent le MMA Factory et aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Non, rien de spécial. Le message il y a 2 messages que j'ai envie d'envoyer à 2 communautés différentes. C'est la communauté africaine qui nous suit, même si tu es belge et que tu travailles pour les médias belges, même si tu travailles pour le MMA français. Je suis un Africain, je suis né au Cameroun. J'ai envie de leur envoyer le message en disant que je remercie beaucoup pour le soutien qu'ils apportent à toutes ces personnes expatriées qui continuent à travailler autour du sport et je le ressens. Je ressens vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, de force que me donnent les Africains à travers leurs messages et tout, même si je n'ai pas la possibilité de répondre à tout, mais ça me touche beaucoup. Le deuxième message, c'est aux Européens de manière générale et principalement aux Français en disant c'est pas de la politique ce que je raconte. Je suis sérieux. On peut aligner des champions à l'UFC. On a les compétences pour le faire. En termes d'infrastructure, on est peut-être un peu en retard, mais en termes de pédagogie, parce qu'en Europe, il y a une obligation de qualification. En France, par exemple, pour être coach, il y a une obligation de qualification. Aux États-Unis, on est obligé d'être qualifié pour être coach. Il n'y a pas de formation spécifique pour devenir coach. Tu ouvres ta salle de sport, tu dis Elias Gym, tu mets une assurance à responsabilité civile, tu as ton gym. Et je veux vraiment que les gens comprennent qu'il n'y a pas de magie au MMA Factory, il y a juste de la compétence et c'est une compétence française. C'est un message que je tiens vraiment à l'apporter aux gens en disant il est temps qu'on donne à notre écosystème européen la puissance qu'il faut. Il est temps que quand un combattant comme Cyril gagne combat, que l'Europe se mobilise, paye le pay-per-view, parce que c'est comme ça qu'ils vont nous amener, ils vont être obligés de ramener des événements en Europe parce qu'on aura imposé par la puissance du nombre et par le fait qu'on aime le consommer local. Le message est passé, il est clair, limpide comme cette interview. Je vais me répéter pour la 100e fois, mais encore une fois, un grand merci Fernand. On suivra ton actualité avec beaucoup d'attention et on te souhaite premièrement de bien te reposer après avoir vécu des semaines très intenses et puis à la prochaine aussi, pourquoi pas pour une nouvelle interview. Ciao ciao Fernand.